Hello! Vous avez vu, j'ai remis Ron parce que vous avez été beaucoup dans ma vidéo de la semaine dernière à me dire que je l'avais pas remis droit suite au Bookshelf Tour, ce qui est vrai, donc je l'ai remis sur son balai quand même, c'est un peu plus correct. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et en fait j'ai remarqué que ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Il y a 5 livres dont 2 coups de cœur, truc de fou, parce que depuis janvier, avant du coup ces 2 coups de cœur, je n'avais eu qu'un seul coup de cœur qui était La Passe Miroir, le tome 2. Et du coup voilà, je n'avais pas de coup de cœur depuis et là j'en ai 2 et c'était même 2 lectures à la suite. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà. Et pour vous, je vais faire durer un peu plus le suspense, je vais commencer la vidéo avec un coup de cœur et je la finirai avec un coup de cœur, donc vous aurez les 4 livres entre les deux. On va commencer avec le premier coup de cœur des 2 finalement. Il s'agit donc de Alma, le vent se lève de Timothée de Fontbelle que j'ai reçu de la part des éditions Gallimard. Et c'est d'ailleurs en fait le premier livre dans le cadre du partenariat avec Gallimard. Je l'ai surkiffé. Déjà je trouve que cette couve, mais elle est si canonissime, je sais pas les détails, enfin vraiment c'est hyper beau quoi, vraiment. Et c'est en matière un peu cartonnée. Le livre est vraiment hyper agréable au toucher. Et ouais, hyper beau quoi. Donc hop. Donc dans cette histoire, donc on est en 1786 et on va suivre Alma qui vit en fait avec toute sa famille dans une petite région africaine très reculée, dans une sorte de vallée, un petit peu inaccessible avec un cours d'eau qui est là quasiment toute l'année et qui du coup empêche toute intrusion, mais il y a une fois dans l'année où ce cours d'eau descend et notamment il y a un cheval qui va s'infiltrer à cet endroit là alors que normalement il n'y a pas de chevaux et d'ailleurs elle dit même que c'est un zèbre sans rayures parce qu'elle connaît pas trop cette espèce, mais donc voilà ils sont un petit peu en sécurité et tant mieux puisqu'il s'y passe des choses, tout ce qui est traite négrière. J'ai aussi choisi ce livre parce que je suis pas hyper experte en tout ce qui est roman historique, je détestais l'histoire étant jeune et donc j'ai quelques lacunes dans ce domaine et j'étais curieuse de pouvoir aborder une thématique comme ça qui me semble hyper importante, mais dans la littérature jeunesse. Un jour le petit frère d'Alma disparaît et en fait c'est au moment justement de l'année où l'eau descend et où il y a plus possibilité de passer d'un côté à l'autre et Alma va partir à sa recherche et finalement ça va être un récit d'aventure où le petit frère s'est clairement fait capturer et s'est fait embarquer pour la revente et voilà c'était poignant. C'est pas un roman que j'ai l'habitude de lire dans le sens où on n'est pas dans de la magie à gogo, on n'est pas dans un truc de fantasy, on n'est pas sur de l'action à gogo tout le temps, mais là en fait tout était dans la plume et dans l'approche que ça avait. Les personnages je les ai trouvés hyper attachants à suivre et c'est ce genre de livre qui était conté avec une telle poésie et une telle beauté que même les chapitres où il y avait des chapitres où concrètement on suivait juste leur avancée dans leur recherche, mais c'est assez lent comme livre et c'était hyper beau, hyper bien traité. Alma est une jeune fille forte qui vraiment partir à la recherche de son petit frère comme ça, elle a 13 ans. On ressent tous les liens de famille, la protection qu'elle a envers son petit frère. J'ai beaucoup aimé ça et dans d'autres chapitres alternatifs, on suit également ce qui se passe justement auprès du capitaine Gardel qui est justement lui à la tête d'un énorme bateau qui a pour but justement de revendre des esclaves. Et l'atrocité que c'est, vraiment son but à lui c'est vraiment de remplir chaque centimètre carré du bateau, quitte à ce qu'ils soient même pas tous assis ou même pas tous, qu'ils puissent soit être que debout sans jamais pouvoir s'asseoir, soit être couchés parce qu'il n'y a pas assez de hauteur, et c'est horrible, on se dit, le fait que ça ait existé, c'est atroce et je trouve que c'est tourné à la fois avec une simplicité pour que les enfants y aient accès et à la fois ça nous montre des choses dures et c'est ça que j'adore dans la littérature jeunesse, vraiment de pouvoir faire passer soit des messages hyper importants ou soit justement de parler d'une partie de l'histoire comme ça qui doit pas être oubliée parce que franchement c'est affreux et à la fois avec aussi les thématiques actuelles, le mouvement autour des personnes noires, ça fait encore poser des questions parce qu'on voit qu'il y a encore tellement d'inégalités entre les noirs et les blancs que c'est pas si loin que ça et à la fois ça devrait être terminé depuis bien longtemps, mais parfois on se rend compte que c'est encore bien loin d'être terminé, toutes ces discriminations juste pour une putain de couleur de peau bref, j'ai trouvé ce livre absolument merveilleux. Je pense que celui-ci je le conseillerais encore et encore, donc n'hésitez pas. J'ai ensuite lu Strawberry Moon de Laïa Lopez, la fille de la lune, que j'ai reçu de la part des éditions Hachette. Éditions, j'arrive jamais à le dire en séquencé, je dis édition. Qui est un tout petit livre et qui m'a beaucoup surprise à la réception puisque quand on nous l'a annoncé, je m'attendais vraiment à un roman graphique à la Heartstopper et en réalité il y a même des doubles pages où c'est carrément roman et après il y a certaines pages comme ça. J'ai craqué, soyons honnêtes, pour la beauté des illustrations puisque à partir du moment où on nous l'a annoncé, j'ai été faire un tour sur l'Instagram de l'illustratrice qui est aussi l'autrice du coup qui a fait les deux et j'ai complètement craqué. Hilary Kiki, c'est une histoire de sirène tout simplement, j'en savais pas plus mais c'est une histoire de sirène. Alors ce livre était très sympa, j'avoue que le gros plus pour moi c'est clairement les illustrations parce que l'histoire oui elle est cute et puis le tome 2 me tente bien, d'ailleurs le tome 2 hop
Je crois qu'il va bientôt sortir, je crois que c'est en fin d'année, apparaître novembre 2020. Donc c'était sympa, hein, mais après, ce que je reproche, c'est que déjà, alors les illustrations sont très belles. Par exemple, quand c'est comme ça, j'aime beaucoup. Après, ce que j'ai trouvé un poil dommage, c'est que les pages, voilà, comme ça aussi, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas de texte. Maintenant, il y a beaucoup de pages d'illustrations où il s'agit en réalité de BD. Voilà, exactement comme ça. Et où en fait, là, c'était décevant parce que du coup, vous arrivez, enfin, vous êtes là, vous lisez votre texte, tralala, vous continuez là. Et après, vous regardez les illustrations et en fait, ce qui se dit dans les bulles, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de lire ici. Du coup, voilà, assez perplexe sur ce que les BD apportent. Dans ces cas-là, je serais restée sur de simples illustrations parce que là, c'est vraiment le même texte mot pour mot. C'est un petit peu comme si on le lit dans le texte et juste après, ça fait doublon. Voilà, donc c'est le truc qui m'a laissé un petit peu perplexe. Je serais tout simplement restée sur un format illustration comme ça sans bulles parce que du coup, les bulles n'apportent vraiment rien. Voilà, du coup c'était sympa, on va suivre Diana en fait qui est une fille de la lune, au début on sait pas trop ce que c'est mais en tous les cas on comprend qu'elle arrive dans sa vie d'humaine et qu'elle ne connaît rien à rien et qu'elle est un petit peu chaperonnée par un garçon et une fille qui étaient eux aussi des sirènes et qui ont choisi en fait la vie sur Terre. Il y a le choix à la majorité, si je dis pas de bêtises, de choisir voilà, est-ce qu'on reste plutôt dans l'eau ou est-ce qu'on décide de changer de vie et de passer à une vie d'humaine. Et du coup, voilà, on la suit un petit peu dans tout ce qui est nouveauté, elle découvre, c'est assez chou, elle est naïve parce qu'elle connaît rien du tout, il y a plein de choses, elle sait pas du tout ce que c'est. Sincèrement, je trouve qu'on est sur un roman très descriptif, faut pas attendre de profondeur de personnage, c'est-à-dire que voilà, la plume nous racontait un petit peu ce qui se passait, mais il y avait pas trop d'émotions, pas trop c'est pas très creusé. Du coup, voilà, je pense que ça peut plaire aux enfants qui vont surtout être réceptifs au dessin et qui adorent les sirènes, et là du coup, voilà, qui vont trouver ça cool de suivre ça. Après, le tome 2, je l'attends beaucoup dans le sens où la fin du tome 1 est assez intrigante, voilà, par rapport à ce qui peut se passer. On arrive dans un côté un peu plus sombre et c'est moins petite fleur bleue et petite romance. Voilà. Le point négatif pour moi, c'est les BD qui apportent pas grand chose, les bulles qui apportent pas grand chose et le fait que ça reste très en surface, c'est très jeunesse, mais il y a des jeunesses qui sont très bien creusées. Là non, on est plus dans un truc descriptif, donc c'est sympa pour la beauté du livre. Après voilà, c'est pas non plus, je pense, le meilleur livre de sirène que vous trouverez. Dans mon dernier update lecture, je vous parlais de Donne-moi ton cœur 1 et du coup Donne-moi ton cœur 2 de Sarah Wolf, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai lu les deux finalement assez à la suite en fait et du coup j'ai globalement le même avis que sur le tome 1, donc je vais pas vous en dire beaucoup plus, surtout que c'est une suite de série. Pour ceux qui ont lopé mon avis sur le tome 1, de toute façon vous pouvez le retrouver dans le précédent update lecture, mais globalement on va suivre Zera qui est une sans cœur. En fait une sans cœur c'est quoi? Elle s'est fait arracher son cœur par une sorcière et depuis elle est un petit peu esclave de la sorcière, bien que la sorcière qui la possède est très gentille et très, j'allais dire humaine, mais voilà, elle lui fait pas faire des choses affreuses, mais bon mine de rien c'est quand même sa prisonnière, hein, elle est pas libre. Et du coup un jour, comme il y a une guerre assez imminente entre les sorciers justement et les humains, les sorcières décident de proposer à Zera un marché. Elle doit se rendre à la cour en se faisant passer pour une prétendante et séduire le prince pour lui arracher le cœur. Et si elle arrive à faire ça, du coup les sorcières rendront le cœur à Zera. Donc c'est un petit peu le cœur du prince contre le sien. Évidemment le tome 1, donc voilà, le tome 2 je retrouve un petit peu ce que j'avais aimé dans le tome 1, c'est-à-dire que Zera est tordante, vraiment je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup en fait le caractère que Sarah Wolf lui a donné. Je trouve que l'évolution des sentiments, puisque oui on s'en doute que forcément après elle est tiraillée entre ses sentiments pour le prince, est-ce que je lui prends le cœur pour récupérer le mien ou est-ce que je lui laisse parce que je l'aime, voilà, c'est un peu la direction que prend le tome 1 et c'est un petit peu ce que j'avais reproché dans le sens où il n'y a pas forcément de surprise maintenant que ça se lit super bien. C'est exactement ce que j'ai pour ce tome 2. Maintenant franchement ça se lit très bien et je lirai le 3 avec grand plaisir, donc voilà, c'est pour ça que je peux pas vous dire foncez, c'est la meilleure série de fantasy que j'ai jamais lue, mais je peux pas non plus vous dire n'y allez pas parce qu'il y a pas de surprise, c'est pas ouf. Non, il y a des livres où ça gêne de pas avoir de surprise. Celui-là je trouve que ça se dévore quand même parce que on connaît un petit peu la trame et on sent les tenants et les aboutissants qu'il va y avoir. Mais pour autant ça se lit hyper bien et je l'ai dévoré je crois en une ou deux journées et du coup avec mon rythme de lecture c'est quand même bien, enfin j'avais tout le temps envie d'y retourner. Pas pour le fait de savoir, juste pour le fait que on est bien dedans en fait, voilà. Donc je lirai le tome 3 avec grand plaisir, je ne sais pas du tout pour quand il est prévu, mais ouais, c'était vraiment chouette. J'ai ensuite lu, et c'est le dernier livre avant de vous présenter mon dernier coup de cœur, j'ai lu Starfell, donc Violette Dupin et le jour perdu de Dominique Valente.
que j'ai reçu de la part des éditions Casterman. C'est un petit jeunesse. Du coup en fait on va suivre Violette qui est une petite fille qui vit dans une famille de sorcières où du coup tout le monde a un pouvoir incroyable chez elle, entre sa sœur qui peut faire exploser des trucs, enfin voilà ils ont tous des pouvoirs où ça vend un peu du rêve, ou en tout cas au moins ça en impose, et elle son pouvoir c'est de retrouver les objets perdus, et elle a un petit peu la risée de sa famille puisque tout le monde, enfin sa sœur l'appelle va chercher parce que justement les gens du village viennent la voir parce que par exemple le grand-père a perdu son dentier, parce qu'un tel a perdu son parapluie, voilà c'est des petites choses, et du coup on se moque d'elle parce qu'on dit que son pouvoir, mis à part pour retrouver des choses inutiles, ça intéresse pas grand monde, et c'est pas ça qui fera d'elle une sorcière puissante. Du coup voilà, elle a un petit peu vécu dans cette famille où elle a un manque de confiance en elle et elle se sent vraiment inférieure à sa famille. Morégvein, c'est une grande sorcière très puissante que tout le monde connaît, vient toquer à sa porte et vient la chercher elle, parce que en fait un mardi tout entier a disparu de la mémoire des habitants. On peut demander à tout le monde ce qu'ils ont fait ce mardi là, personne retrouve de souvenirs, et du coup le rôle de Violette va être de retrouver ce mardi. La deuxième moitié j'ai vraiment beaucoup aimé, on rentre plus dans de la sorcellerie noire, plus de stress, l'action grandit un petit peu plus, et je trouve que là ça bâme un peu plus, parce que dans des livres jeunesse comme ça, autant dans des livres plus gros j'ai aucune difficulté avec une mise en place longue, mais là c'était même pas que c'était une mise en place longue, c'était presque un ennui de choses, ça pouvait aller un petit peu plus vite quoi. Donc après ce que je savais pas c'est que c'est un début de saga, je pensais que c'était un one shot, donc j'étais aussi un peu dans l'attente qu'en un one shot tout soit résolu. Non, c'est un début de saga parce que j'ai vu à la fin retrouver dans Starfell 2. Alors après, à la fin de celui-là, on a la résolution de la première, de ce qui s'est passé autour de ce mardi. Je pense que dans le tome 2, ce sera peut-être un autre truc à retrouver ou une autre petite histoire, mais en tous les cas, c'est résolu. Donc je pense qu'en fait, sincèrement, vous pouvez lire que le 1. Ça commence pas pour ceux qui sont frileux pour les sagas. Il peut se lire en tant que one shot. Maintenant, pour ceux qui auront envie d'avoir d'autres aventures avec Violette, voilà, vous pourrez continuer. Du coup, c'était sympa. J'en ai pas grand chose de plus à dire, c'est un petit jeunesse autour de la sorcellerie. Il y a toute une dimension un petit peu... Voilà, elle va suivre la grande sorcière, elle va reprendre confiance en elle. Il y a des belles valeurs comme quoi, c'est pas parce que si tout le monde considère que tu vaux rien, voilà, tu peux accomplir quand même des choses, et du coup il y a des belles valeurs de confiance en soi et de revalorisation. Voilà, donc c'était choupinou. Moi je lirai le tome 2, même si j'ai pas adoré de fou, mais je lirai le tome 2 parce que c'était sympa, et du coup je serais curieuse de voir ce qui se passera comme nouvelles petites aventures pour Violette. Et voir aussi l'évolution de son personnage, parce que dans le 1 elle évolue énormément, du coup elle passe de petite fille où voilà elle est dans l'ombre de sa famille à presque prendre le destin du royaume entre ses mains, parce qu'il faut contrer un petit peu tout ce qui est magie noire et retrouver ce mardi. Donc voilà, je serais curieuse de voir comment elle évolue dans un deuxième tome. C'était trop bien, c'était trop bien. Vous avez dû le voir passer déjà sur les réseaux sociaux parce que ce livre fait l'unanimité, c'est fou. Donc c'est Babel Corp, Genesis 11, publié chez Milan de Scott Reintgen. C'était mais si bien. Alors on va suivre Emmett qui embarque sur Genesis 11. Genesis 11, qu'est-ce que c'est? C'est un vaisseau qui part en direction d'une planète. Et une planète, pourquoi? Parce qu'en fait il y a une substance à récupérer qui s'appelle la noxolite, et cette substance aurait un petit peu plein de vertus, en tous les cas pourrait faire beaucoup de choses pour l'instant, et c'est un petit peu mystérieux tout ce qu'elle peut faire cette substance, mais eux, leur rôle c'est d'aller récupérer cette substance. Et donc Genesis 11 a choisi, enfin toute cette compagnie, ils ont choisi 10 jeunes qui sont, on nous l'explique un petit peu, défavorisés, ou en tous les cas soit qui sont dans la pauvreté. Donc ces 10 jeunes embarquent à bord de ce vaisseau, et il va y avoir en fait un affrontement entre ces 10 jeunes tout au long de, je sais plus si c'est 1 mois, 2 mois, bref ils vont avoir des épreuves tous les jours, et tous les jours il y aura le tableau d'affichage avec les points que chacun va marquer, puisque à la fin de la période d'épreuve, seulement les 8 meilleurs pourront débarquer sur la planète pour récolter cette substance et voir leur vie complètement changer, enfin radicalement, puisque ils auront un salaire de ministre, et du coup c'est un petit peu son rêve pour Emmett, notamment sa maman qui souffre d'un cancer et qui ne peut pas accéder à des soins parce qu'ils sont dans la pauvreté justement. Donc voilà, pour lui c'est un petit peu sa motivation. Donc 1 mois on va les suivre se battre, faire des alliances, faire des complots, essayer de prendre le dessus, essayer de ne pas se faire éliminer surtout. Ce que j'ai adoré dans ce livre, mais vraiment adoré, déjà c'est la diversité des personnages. Je pense qu'on a de tout dans ce livre. Sur les 10 candidats, j'ai adoré ce que l'autrice a amené, et c'est pas en mode allez je vais mettre un noir dans mon livre comme ça passe bien. Tous les personnages sont vraiment profonds. C'est vrai que quand ils sont présentés il y a de tout, de tous les horizons, mais après elle les creuse tous, et c'est ça ce que j'ai amené. On suit pas un personnage où autour gravite un petit peu de diversité pour faire genre dans mon livre j'ai mis de la diversité. Non, tous les personnages sont creusés, ont leur personnalité propre dans le livre, et du coup on peut chacun avoir nos chouchous et ceux qu'on aime moins parce qu'on les connaît.
Alors forcément on connaît plus Emmett parce que c'est celui qu'on suit dans le livre à la première personne, donc forcément c'est le personnage principal, mais tous ceux qui sont autour, vraiment on peut s'y attacher ou pas parce qu'ils ont tous en fait une force de caractère et des faiblesses aussi. Il y en a aucun qui est le vrai méchant du livre et aucun qui est le gros héros du livre en fait. Même notre personnage principal fait des choses qui sont plus ou moins bien, c'est fait que de nuances en fait. Il n'y a pas le gentil, le méchant, détester le méchant, adorer le héros et puis les autres autour ils gravitent, ils sont par-ci par-là. Non, tous les personnages, les 10 sont hyper travaillés, on peut en adorer certains, moins en aimer d'autres, mais pour autant même ceux qu'on adore ont quand même des faiblesses qu'on connaît et c'est ça que j'ai adoré, vraiment la diversité et la profondeur des personnages, c'est génial. Et puis forcément ce truc un petit peu course contre la montre de gagner des points et de devoir passer au-dessus des adversaires, ça ajoute un truc un peu, une adrénaline quoi. On a envie on veut nous aussi voir le tableau d'affichage, voir si les personnages qu'on aime ont gagné des points, s'ils en ont perdu, s'ils sont prêts de se faire évincer ou pas, et j'ai vraiment adoré. Le truc qui m'a à la fois horrifiée et à la fois fait plaisir se passe au milieu du livre. Il y a un truc que je m'y attendais pas du tout. Sur le moment j'étais archi dégoûtée, mais à la fois bon ça fait partie du livre et ça n'en a rendu mon coup de cœur que plus fort je pense. Mais c'était pas simple. J'en ai vu beaucoup qui m'ont dit je veux pas le prendre parce que je déteste la couverture, franchement faites abstraction. Si vous aimez la science-fiction et que vous aimez ce côté un petit peu épreuve, et franchement foncez parce que je pense que vous allez adorer, c'est un livre qui se dévore, il était vraiment bien et du coup le tome 2 mais je le veux. Alors ce qui me rassure c'est que je sais que la saga il me semble est sortie au complet en VO, donc il y a 3 tomes et du coup je me dis si elle est sortie au complet en VO, du coup les traductions françaises devraient pas mettre trop de temps à arriver parce que voilà le travail est déjà fait, le livre est déjà écrit. Donc je me dis avec un peu de chance on aura peut-être le tome 2 fin d'année 2020 ou peut-être début 2021, j'espère, je veux trop cette suite parce que le tome 1 à la fin c'est... bon courage quoi. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur et voilà, j'espère que je vous aurai donné un petit peu envie de le lire parce qu'il vaut vraiment le coup. J'espère que j'aurais pu vous donner envie d'en lire certains, notamment mes 2 coups de cœur qui vraiment sont là. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur récemment, je serais curieuse de vous lire et de pouvoir peut-être ajouter des nouveaux livres à ma wishlist. Merci pour le regain que vous avez redonné à la chaîne ces derniers temps, vous êtes toujours plus nombreux à commenter, à liker, les soutiens sur Utip aussi je vous vois, donc merci beaucoup, les liens sont toujours dans la barre d'infos, merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous fais de très gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!